Coucou les gros bidous, bienvenue chez moi et du coup bienvenue aussi dans mon bordel. Je vous explique le principe de cette vidéo en quelques secondes. Pitching d'enfer. Il fait super chaud. Je suis en mode plutôt créatif en train d'enlever les bordures d'un jeu. Celui-ci, dont on reparlera du coup dans la vidéo. Je pense pas faire une vidéo spécifiquement sur le débrief du mois ce mois-ci, mais j'aimerais bien l'intégrer dans celle-ci qui va être en mode fouillis de pensée. Donc là, je suis plutôt en mode créative relax. J'ai de tension, je suis épuisée à cause de la chaleur, j'ai du mal à m'exprimer, je suppose que vous aussi, ou peut-être pas au moment où vous regardez. Mais du coup, ça va vraiment être une vidéo, on est tranquille. On se pose, je vous invite à prendre aussi de quoi colorier, de quoi faire le même genre d'activité que moi, faire un peu de collage, préparer votre journal si vous faites des présentations, des trucs comme ça, histoire qu'on soit vraiment tranquille, donc ça va pas être super rythmé comme vidéo, ça va plutôt être discutons, papotons, tarot évidemment, peut-être d'autres choses, j'ai pas encore de plan en tête. En tout cas, on va discuter de ce que je suis en train de faire, peut-être qu'on va discuter un peu du tarot de Thoth, et puis, puis on verra quoi. Commençons par le plus évident parce que c'est ce que j'ai sur la main. La question de cette petite oracle sous la main. Je l'ai sous la main, pas sur la main, sous la main. Je l'ai sur la main maintenant. Ok, je suis vraiment comique quand il fait chaud, en plus on va bien rigoler. Ouais, je vais commencer par du coup déjà avoir l'air vraiment pas cohérente au niveau politique et tout, parce que l'histoire c'est que c'est un jeu qui vient d'Amazon, NL, parce qu'il était ultra pas cher là-dessus. Ça commence bien, hein. Donc, c'est le Woodland Wardens, je sais pas comment ça se prononce. C'est un oracle et il fait pas mal le buzz hein, sur Instagram et ailleurs parce que tout le monde l'adore. Au début, moi je l'ai pas considéré plus que ça parce que je sais pas, c'était un prix assez normal de jeu. Hein. Ici on a 19 en US dollars, donc il devait faire une vingtaine d'euros. Sur les sites francophones, il fait plus près de 25 à 30. Et donc voilà, autant je le trouvais mignon, autant je n'avais pas forcément envie d'investir là-dedans. Et puis je l'ai considéré davantage quand sur Amazon NL il y a quelques mois, il s'est avéré qu'il était annoncé à 9,80 €. Mais j'ai quand même continué à hésiter, parce que bon, c'est pas non plus une raison pour faire un achat impulsif. Je me suis dit que j'attendrais les thunes, tout ça. Les thunes ne sont pas plus là, mais ça fait partie d'un échange, parce que j'en ai pris deux. Après il a été épuisé, parce qu'il était vraiment à ce prix super réduit. Je me suis dit on verra, ça revient, sinon c'est la preuve que j'ai loupé ma chance. Mais là quand il est revenu à ce prix là, j'ai vraiment pas voulu passer à côté du truc. Donc le principe, c'est d'associer un animal avec souvent un certain folklore et une plante. Ici c'est un potiron et un sanglier. Ici on a un ours et un cèdre, l'écureuil et la châtaigne, la tortue et la coriandre, etc. etc. C'est en anglais, je pense pas qu'il est sorti en français à ce stade. Ça c'est le format normal. Et pour moi, vu la qualité des cartes, bon, moi perso, moi j'aime pas du tout. J'ai entendu des gens qui disaient on critique beaucoup, mais ça va, non, c'est nul. Franchement, en plus c'est déjà en train de se... Enfin, il y a aucune résistance, c'est vraiment pas top ce mass market là. Mais ces bordures blanches, c'est pas tellement qu'elles distraient de l'image, c'est vraiment pour moi, il fait que 52 cartes, mais ça a empêché vraiment de le... J'en ai déjà fait une vingtaine. Hein. Donc là il est plus petit, ça m'a empêché de le battre. Là j'ai l'extension de mes doigts. Par rapport à mon syndrome des lèvres dans l'os, elle est vraiment limite. Si je dois le faire dans ce sens-là, comme il est grand, voilà, vous voyez, je vais avoir du mal à les garder en ligne. Du coup, je vais ouvrir celui que je vais donner à Lydéric, juste pour que vous fassiez un peu une idée. Oups. Ça a été bien serré, c'est dur à ouvrir la première fois. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un peu limite. Vraiment, surtout la qualité de l'image. Ils sont super bons, l'imprimerie. L'impression, disons. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec la prise en main. C'est un peu étrange parce que c'est pas tellement plus grand qu'une taille tarot standard. Il est un tout petit peu plus petit qu'un tarot standard, ce Special Tarot. Mais bon, c'est vrai que 8 mm là et probablement 1,5 cm en haut. Je sais parce que j'ai mesuré la bordure. C'était juste pas une bonne taille. Alors dans ce cas-là, je préfère qu'il soit tout grand, les jeux. Comme ici le Queer Tarot.
Ah mais merde, il est encore plus grand que le cuir tarot en fait. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Ah merde, je me rendais pas compte parce que du coup la bordure elle est tellement grande et les cartes elles-mêmes sont tellement petites. J'avais pas du tout l'idée. Regardez derrière le... Je suis pas très habile, je fais un peu n'importe quoi. Vous voyez peut-être ici, donc on a 3 à 4 mm qui dépassent. Donc il est un tout petit peu plus grand, ça j'aurais jamais cru. Ah, il est beaucoup trop grand, ça m'étonne pas que je dois le couper. Et surtout que la qualité des cartes du cuir tarot, c'est rien à voir quoi. Et là, en l'ayant découpé ses bords infâmes, ah ben on est sur une carte tarot assez standard parce que j'ai 3-4 mm de plus que le Spacious et c'est un peu moins large. Voilà, ben voilà, il fallait ce qu'il fallait là. Je vais vous ramener plus près, hein, sinon vous allez rien voir. Ouais, okay. Là, la chose que vous allez trouver vraiment bizarre, parce que vous allez vous dire, Katou, il y a 1 an et demi, tu nous as fait une vidéo pour nous expliquer comment tu modifiais tes jeux, en particulier avec tout le bon matos et tout, à savoir ici, ma Fiskars. Super efficace. Mais en fait, je sais pas, là-dessus, je me suis dit que j'allais devoir beaucoup calculer, parce que comme dans tous les jeux comme ça, Mass Market, elles sont pas non plus hyper centrées à chaque fois les marges, c'est pour ça qu'il y a de la marge, hein. Vous voyez, elle est 10 fois plus grande ici, 10 fois, ok, d'accord, sur le renard que sur, je sais pas moi, cette carte ici, par exemple, où la carte est relativement bien centrée. Et donc, c'est vraiment du travail et il faut pouvoir sacrifier ce petit truc en espèce de bois ou de racine qui est là autour, que moi j'aime bien. Et je me suis dit, en plus, comme le relief là est pas tout à fait droit, soit il va rester du blanc, soit je vais couper dedans. Et donc, je suis partie au ciseau. C'est des très bons ciseaux, hein. Je ferai pas ça avec des ciseaux normaux, c'est des ciseaux de couture et trucs professionnels de rose. Je ferai vraiment pas ça avec du basique, surtout qu'avec mon syndrome des lèvres dans l'os, ça me ferait très mal. Et j'ai décidé de respecter un peu comme pour faire les aspérités du bois. Voyez-vous. Donc là pour l'instant c'est un peu moche parce qu'il va falloir que je retouche par endroit, mais du coup c'est pas droit, ce qui est pas tellement dérangeant, hein. En main il n'y a pas vraiment une carte qui ressort, c'est plus ou moins la même chose pour toutes les cartes. La bordure est pas très droite mais elle doit avoir été faite similairement pour tous les, enfin pas la bordure mais le contour ici, il doit avoir été fait similairement. Ici on sent bien, mais parce que c'est quand même, le papier c'est du bois quoi, et donc j'aime bien avoir amplifié ça. Alors là j'ai fait mes tests de couleurs, parce que du coup je pense le faire en noir. J'utilise ce feutre pinceau, ouais, c'est vraiment un pinceau du coup avec les poils et tout ça, hein, pas comme un Katou. Vas-y, mets tes doigts dedans, chouque, comme ça après tu vas en foutre plein partout. J'ai un mouchoir caché ici derrière, juste pour ça. Je ne vais pas le trouver tout de suite, voilà. et donc, je pense éventuellement après utiliser ça, qui est un stabilo métallique, pour venir faire des superpositions pour avoir un petit peu l'effet feuille ou l'effet vieilli. Peut-être je ferai ça à l'encre Distress aussi. Et pour l'instant, sur ces deux, ici, j'ai testé 2 choses différentes. Une qui est d'être super bien appliquée, donc ça demande un peu de concentration, parce que comme c'est un vrai feutre pinceau, c'est compliqué. Et une autre où j'étais moins minutieuse, avec l'idée que si on voyait le blanc, c'était pas grave, parce qu'on allait pouvoir travailler cet effet vieilli après, déjà avec ça, et puis au fil des superpositions. Si je me concentre bien, normalement, j'essaie d'avoir un maximum de blanc et donc de plutôt suivre cette ligne. Shortcut, c'est ça? Non. De suivre la ligne de la racine ou du bois ici, plutôt que d'être droite. Franchement, ça passe tout à fait bien parce que alors le carton est un peu trop épais et pas assez flexible, il ne revient pas assez en place pour une carte d'oracle. Mais honnêtement, comme ça se tient bien, ça lui donne juste un relief, mais pas, je sais pas, ça n'en fait pas un défaut. Enfin, pas pour moi, hein, mais comme vous savez, moi je suis pas, c'est la saison de la Vierge, alors je dois me outer comme ascendant Vierge. Je suis absolument pas maniaque ou perfectionniste pour ce genre de choses. Je dois peut-être être maniaque et perfectionniste dans certains domaines de ma vie, hein. Être exigeante en tout cas, mais pas là-dessus. Il faut savoir que pour mes doigts, pour mes mains, avec mon syndrome des lèvres dans l'os, et puis du coup toute la chaîne musculaire qui va en découler, donc toute la nuque, etc. jusqu'aux omoplates, j'en fais pas trop d'un coup. Je fais pas mal de pauses. Quand j'en fais quelques-unes, je me prends au moins 10 minutes de pause après pour faire autre chose.
parce que bah, sinon ça va accumuler trop de douleur. Donc 52 cartes, c'est clair que c'est pas quelque chose que je dois faire aujourd'hui. Le problème, c'est que je suis un peu hardcore une fois que je suis là-dedans. Par contre, c'est peut-être ça mon côté perfectionniste. C'est assez envoûtant comme type de tâche. Et donc, ça peut être assez difficile de se dire, allez, bon, maintenant j'arrête. Maintenant, je fais une pause pour ceci ou cela. Et parfois, je suis pardon, 1, 2, 3. Et parfois, je suis occupée jusqu'au bout de la nuit avec ça, quoi. Les modifications de tarot, ouais, je suis un peu difficile. Alors, est-ce que ça... Ouais, ça a l'air sec, hein? Ouais, ça a l'air sec. Donc, on va tester ici. Peut-être d'abord sur celui que j'ai fait avec moins de force. On pourrait encore utiliser différents trucs. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pensé qu'avec ça, je suis pas sûre d'avoir assez d'encre pour aller jusqu'au bout du truc. Mais c'est pas grave, ça peut être des cartes disséminées parmi d'autres. Moi, je m'en fous, je regarde pas les cartes quand je les tire. Et je me suis dit que je pouvais couvrir le brin si je croyais que c'était un raté au final. Mais je pense pas que le brin est un raté. Je sais pas, je pense qu'il y a un potentiel. Là, pour l'instant, je vais surtout aller aux endroits que j'ai pas remplis avec le pinceau parce que sur celle-ci, j'ai été un peu lente. Pour moi, l'idée, c'est que c'est pas trop grave. Je vais pas tout frotter si ça tombe ici sur l'intérieur. Parce que, du coup, le blanc était parfois trop apparent. J'ai envie aussi, du coup, que ça me permette de couvrir un petit peu, au moins en partie, les blancs ici qui sont des coups de ciseaux. Et le problème aussi, c'est que c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble immédiate. On va faire des taches partout. Hop, parce que bah, il faut attendre d'en avoir beaucoup. Vous voyez, là, vous n'arrivez pas trop à voir ce que je suis en train de faire. Donc, on verra. Je ne sais pas si, allez, à l'heure actuelle, avec les pénuries de papier et donc la surconsommation des arbres et tout, je pense aux arbres qu'on a dû couper pour faire ces jeux et tous les trucs avec du papier. Et c'est vrai que je me dis pas, oh, c'est pas grave, ça m'a coûté que 9 €. Donc bon, bah tant pis, hein, si jamais c'est un peu mal foutu, c'est pas très grave. Ça me paraît vraiment inconcevable de gaspiller maintenant, quoi. C'est juste que je pense que je vais vraiment l'aimer comme ça. Et que je vais obtenir un effet qui me parle à moi pour ma relation avec ce jeu. Et c'est ce qui compte, je crois. Du coup, il faut bien frotter. Et alors, vous voyez peut-être que ça laisse un dépôt là sur le contour. Ce qui n'est pas très grave en fait. Peut-être que j'ai mis la salive discrètement, subtilement derrière mon téléphone sur mon mouchoir pour pouvoir l'enlever. Il s'enlève quand même bien tant que c'est pas sec, mais du coup c'est vrai que c'est des cartes qui vont mettre peut-être plus de temps à sécher que d'autres. Mais l'avantage c'est que des feutres qui marquent tout de suite, qui sèchent rapidement, c'est vraiment pas conseillé pour faire des modifications de jeu, parce qu'après on est vraiment dans le caca, quoi. Mais bon, si ce sujet vous intéresse, maintenant vous avez compris que j'avais une vidéo de conseils là-dessus, que je ne m'applique pas forcément à moi, mais qui fait le topo des choses utiles à savoir quand on fait de la modification de jeu. Après, vous décidez hein, si vous voulez être téméraire comme moi ou très prudente avec vos jeux. Voilà, changement de sujet et bienvenue aux personnes qui ont passé la première partie sur la modification de jeu, un peu genre pratico-pratique. Et maintenant, on va parler de choses sur la théorie du tarot. J'ai un tarot de Thoth. Si vous ne regardez pas mes vidéos en anglais, vous ne savez pas. Sinon, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo en anglais qui était un tag sur notre rapport au tarot et notre pratique du tarot. Et bah ouais, j'ai craqué, j'ai acheté ce jeu-là sur tarot.nl au moment où j'ai acheté mon mini Gentle Tarot ici. Et j'ai aussi acheté le Transient Light Tarot. C'était vraiment pas raisonnable. En fait, en faisant ma vidéo, je me suis rendu compte que c'est le jour où je suis revenue à Bruxelles après être allée en vitesse à la campagne à la mort de mon parrain, être restée pour l'enterrement et tout, être restée là tout un temps. C'était vraiment un achat, ça n'empêche pas d'être capitaliste et tout, voilà, hein, d'être un choix de consommation. Hein. Je suis pas en mode c'est impulsif, du coup je suis juste dépossédée de ma capacité d'agir. Hein. J'ai complètement décidé de le faire. Mais le jour où je suis rentrée, j'ai craqué sur le Gentle Tarot en version pocket. Et je me suis dit, oh, quitte à payer les frais de port depuis le Pays-Bas. Ou bien non, tu sais, c'est toujours la même chose. Ça, c'est un argument marketing de folie. Il faut dépenser minimum pour pouvoir avoir les frais de port gratuits. Et du coup, je crois qu'il me fallait un truc en plus. Mais je suis même pas sûre, hein, parce qu'il était cher, le tarot. Bref, je cherche désespérément ça en pas cher, le Thoth.
Et je l'ai jamais vu en seconde main, sur les marchés aux puces, dans les bouquineries et tout. Ça fait quand même quelques temps que je cherchais. Comme je pensais que ce serait vraiment un tarot d'études et pas un tarot que j'allais utiliser, j'avais vraiment pas envie de mettre de l'argent, mais je l'ai jamais trouvé en boutique physique. Et je suis pas trop fan d'acheter en seconde main sur internet, moi personnellement, pour des raisons plutôt pratiques et du transport et tout ça, plutôt qu'une raison de j'aime pas les jeux de seconde main, parce que ça c'est pas un problème pour moi. Et puis même, quand je regardais, je trouvais que les différentes versions étaient parfois assez chères. Là, je pense que je l'ai payé 16 €. Voilà, mais c'est vraiment... Bah, c'était un craquage quand même. Hein. C'était pas la chose la plus raisonnable que j'ai faite de ma life. Et je me mords les doigts, financièrement en tout cas, d'avoir fait ce choix-là. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Le truc, c'est que je vous en ai déjà parlé. Hein, depuis quelques mois, je m'intéresse quand même au système du TOT. J'ai envie de l'apprendre et tout. Mais je me disais, ça me suffit les illustrations qui sont dispo en ligne, j'ai pas besoin d'avoir. C'est un relativement petit format, c'est standard comme carte de tarot, par rapport à la quantité de détails qu'il y a dessus, c'est petit format. Et du coup, celui qui était pas cher, c'était la version en français. Et autant quand j'ai commencé le tarot, j'ai utilisé le tarot qui était mon tarot d'utilisation, c'était Wild Unknown. Et je regardais en ligne les illustrations du Rider-Waite-Smith et d'autres jeux pour avoir des références des jeux conventionnels. Autant là, c'est un peu la galère de trouver des versions du TOT qui nous permettent de bien voir les détails et tout ça. Donc, bon, c'était quand même l'occasion pour moi. Je me suis rendu compte que j'étais quand même sérieuse dans mon envie d'apprendre davantage sur ce système-là, parce que ça faisait quand même quelques mois que ça durait. Bon, du coup, c'est pas du tout un achat idiot, parce qu'il va vraiment me servir et que j'adore geeker sur le tarot, tout ça, faire mes petits trucs d'intello. Mais bon... pas le bon moment, quoi, j'imagine. Enfin, honnêtement, je suis contente de l'avoir. Et donc, je me suis dit que j'allais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui m'intéresse finalement dans le tarot de TOT. Je crois que je vous ai déjà un peu expliqué la structure et tout, mais qu'est-ce qui m'amène vers ça? Et pour ça, je vous mets sous les yeux un livre que j'ai chiné ce week-end à la brocante sur le parking du carrefour d'Oderghem, qui a tous les 3e dimanches du mois, et qui est vraiment extraordinaire comme brocante. Si vous aimez les brocantes bruxelloises, elle est vraiment bien. Il m'a coûté 1,50 € et la personne qui tenait le stand était tellement déçue d'avoir déjà vendu ses autres trucs autour du tarot qu'elle m'a donné un tarot à jouer. Gratuitement avec ça, parce qu'elle voulait pas rester avec ça sur les bras. Donc pour 1,50 € plus le tarot, je suis plutôt contente. Les tarots à jouer en ce moment, il y a Yéna, vous connaissez certainement la chaîne Soul Shadow de Yéna, hein, qui a fait un livre sur une façon de lire les cartes de tarot conventionnelles, genre tarot à jouer. Je vais le sortir, mais de le lire de façon divinatoire. Donc moi je les prends quand je les trouve pas chers. Bon là c'est un cadeau, donc c'est formidable. Le précédent que j'avais trouvé, je l'ai envoyé à mon amie Sylvie de Papote et Luminaison, qui s'appelle maintenant Taronaute. Et celui-ci, je l'ai pris. Évidemment, j'allais pas refuser ça pour pouvoir l'offrir à quelqu'un. Donc en story Instagram, j'ai dit, bon, la personne qui est prête à payer les frais d'envoi, je lui envoie le tarot pour le coup gratuitement. Je fais un grand ménage pour le côté bilan du mois d'août. Aussi parce que financièrement c'est difficile, mais aussi juste pour faire de la place, j'ai viré pas mal de mes tarots. Donc voilà, c'est des tarots à jouer. Il y a tout un système de jeu du tarot que je ne connais absolument pas, avec ce type d'illustration. Il y a plusieurs types d'illustrations, mais là on est sur un truc inspiré d'un 19e siècle idéalisé. Alors je dirais, jugé d'après les tenues des personnes et la silhouette, qui a l'air d'être un peu en S et tout, on est quand même après 1870, peut-être 1880, 1890. Voire tout début 20e pour l'inspiration. De toute façon, ça a été publié après. Hein. Regardez, il y a déjà la photo et tout. La photo était bien évidemment déjà présente en 1870, mais elle s'est popularisée progressivement. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres éléments qui nous permettraient de dater l'imagerie. On s'en fout, c'est l'imagerie. Donc on a ça. Il est complet, il est en relativement bon état, même si on voit bien qu'il est âgé et qu'il a été utilisé. Celui que j'ai envoyé à Sylvie était nettement moins. Et donc, on a pour les suites juste numérales. Et à la différence d'un jeu de cartes à jouer standard, le tarot, en plus des 22 atouts, il y a du joker qui est là. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à 22. Donc, 21 atouts plus un joker. J'imagine, non, j'en sais rien, je ne sais tellement pas jouer aux cartes, moi. On a 4 personnages de la cour.
4 figures, comme j'appelle dans le tarot parce que c'est moins connoté. Le valet, le cavalier, la dame et le roi. Donc, ce qui nous font l'équivalent d'un tarot normal. Donc, c'est quand même vraiment chouette que Yéna nous ait fait un ouvrage pour apprendre à lire de façon divinatoire. Moi, la cartomancie plutôt classique ne m'intéresse pas forcément. En tout cas, je suis pas forcément là où j'ai envie de mettre mon énergie pour l'instant. Donc, c'est un grand plaisir pour moi que quelqu'un se soit manifesté et que ce tarot va faire sa petite vie. Et j'espère va servir. Peut-être pour en revenir à l'histoire du tarot. Donc, les jeux de cartes et probablement ce genre de tarot à jouer et tout ça, historiquement, servent à la divination, en particulier chez les personnes roms. Hein, c'est d'où un peu l'histoire après, où les occultistes ont un peu enrobé ça de tout et n'importe quoi pour nous inventer des traditions secrètes autour du tarot, etc. En tout cas, voilà, il y a des usages de cartes à jouer pour la divination. Bien auparavant, ça a été aussi popularisé au cours du 19e siècle avec Mademoiselle Lenormand. Hein. On a créé un jeu basé sur... pas basé sur rien du tout, on a créé un jeu autour de cette pratique des cartes à jouer utilisées en cartes de divination par Madame Lenormand, mais elle avait son propre système, Mademoiselle Lenormand, de divination. C'était une fameuse... une fameuse, si vous avez l'occasion de vous renseigner un peu sur sa vie, ça vaut le détour. Et donc, pourquoi j'avais aucune intention particulière en cherchant ce jeu de tarot ici, mais quitte à l'avoir, je vais faire une pirouette vers le tot, avant de reparler de ce jeu, de ce livre que j'ai eu à 1,50 €. Ce type de tarot à jouer avec ce type d'illustration, je ne sais pas de quand ça date. Alors maintenant, tout le monde sait bien, j'espère, que non, il n'y a pas de tradition secrète du tarot, de choses qui vivaient en dehors des cartes, de traditions des mystères que les grands hommes auraient cachés pour nous, qu'Hermès, Trismégistus nous aurait transmis ou quoi. Hein. On sait bien qu'à la fin au cours du XVe siècle, en Italie, on a commencé à créer des tarots. Peut-être pas forcément pour jouer, aussi pour exposer dans les maisons des riches notables de l'aristocratie, mais que rapidement ça s'est popularisé en jeu de cartes à jouer, et donc en jeu de hasard aussi, hein, puisqu'on jouait pour de l'argent. Donc ça a rapidement dû être régulé, et c'est devenu encore plus un problème, même si je pense qu'on régulait déjà l'usage des cartes avant. Voilà, bref. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, alors, en plus, bon, c'est marrant, c'est un sujet qui m'intéresse en général, mais j'ai écouté aujourd'hui le 3e épisode d'une mini-série dans le podcast In Search of Tarot. Si vous écoutez l'anglais, c'est vraiment formidable, je vous recommande chaleureusement. Et elles ont fait une mini-série dans ce podcast autour de l'histoire, le tarot à travers l'histoire. Le premier, c'était justement hein, cette histoire des différents types de tarot dans l'Europe occidentale du Moyen-Âge et puis vers les temps modernes. Le troisième, c'était sur l'histoire rome du tarot et des cartes. Et alors ensuite, ici le troisième qui est paru cette semaine-ci, et j'ai trop hâte d'avoir la suite parce que le suivant est sur le tot, c'était sur les occultistes qui à partir du XVIIIe siècle ont commencé à ramener le tarot comme un système de divination qui soi-disant donc leur revenait loin et tout ça. Bon, en gros c'est juste sorti de leur tête. Ils ont à ce moment-là commencé à avoir une lecture magique, divinatoire, occulte, donc avec une idée du mystère, de magie, mais aussi de haute, ce qu'on a appelé hein, la haute magie, ça, vous savez certainement, c'est un mot que je déteste, la magie cérémonielle, ce truc de pouvoir, les hommes qui cherchent à travers la magie, le pouvoir, c'était vraiment pas mal résumé hein, dans ce podcast. Et donc voilà, avec Etela, avec Cours de Gébelin, avec Lévi, on a au cours du 19e et du 18e siècle des gens qui ont décidé de faire autre chose du tarot et d'instituer tout ça dans un système. Peut-être que d'autres personnes le faisaient avant, mais comme c'était des meufs et certainement des meufs stigmatisées, exclues, poursuivies dans la société parce qu'elles étaient roms, bah voilà, ça n'avait pas de légitimité. Ces hommes ont ajouté tout un vernis
de prestige. Il y a vraiment beaucoup de conneries. Hein, je ne supporte vraiment pas de lire leurs histoires là. Mais c'est là que commence finalement l'officielle histoire du tarot comme un outil divinatoire. Et comme il n'y a pas forcément une histoire écrite chez les personnes roms et dans les milieux populaires, un accès à l'écriture et à la transmission, on ne sait pas si ces hommes ont été s'inspirer de ce que faisaient d'autres personnes et récupérer les choses ou pas. Mais l'histoire officielle du tarot, dans le sens où on a des sources écrites et donc on a continué à prendre ça comme point de référence. Je ne dis pas que c'est la seule façon de raconter l'histoire du tarot, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là. Et donc dans les milieux anglais, parce que donc on a tous cette tradition finalement européenne du continent avec le tarot, plutôt inspiré par le Marseille du coup, le plus répandu à ce moment-là, qui était resté en circulation. Et puis à la fin du 19e siècle, on a l'ordre hermétique de la Golden Dawn, donc une société secrète, vraiment un truc très rocambolesque, quoi, avec des secrets, une initiation, enfin tout ce qu'on associe à l'occultisme. Hein, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça m'intéresse de voir un peu comment ça fonctionne et en même temps, ça me saoule aussi super rapidement, ces trucs, quoi. Et donc, ces gens instaurent un système. Ici, on peut trouver dans ce livre-ci, je remettrai les liens en dessous, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, le bouqueté, le tarot, avec des mots-clés, des correspondances astrologiques, des nombres, des grades pour les cartes comme ça. Par exemple, la reine de coupe, c'est le trône des eaux, des choses comme ça. Est-ce qu'ici, on a déjà les correspondances astrologiques? Oui, bien sûr, avec les décans. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le Thoth et qu'on a communément associé au tarot de Thoth, mais qui en fait était déjà écrit dans la Golden Dawn, dont Aleister Crowley, qui est le créateur du Thoth, avec Lady Frida Harris qui a dessiné les dessins, faisait partie tout un moment. Mais bon, comme c'était quelqu'un d'assez chelou, il se fightait tout le temps avec tout le monde, donc il n'est pas resté, il a créé son propre truc. Je vois pas trop des références à la Kabbale. Si, probablement, voilà. Il y a aussi des références à la Kabbale d'Europe occidentale, du coup. C'est le début du New Age, hein, donc on crée une nouvelle ère, on s'en va en tout sûr de notre supériorité européenne, puiser des connaissances un peu partout, souvent les déformer, là, par rapport à la Kabbale et tout ça. Voilà, c'est assez mal inspiré, je trouve, ça montre un peu toutes les dérives de la spiritualité occidentale. Là, on est dans quelque chose qui a été déterminant pour ce qui se déroule depuis lors, hein, chez nous, avec cette facilité qu'on a d'aller piller et déformer les savoirs des autres ou réduire des populations, des cultures, des pratiques pour les arranger, les détourner, les faire rentrer dans nos trucs. Donc, c'est un des problèmes que j'ai évidemment avec tout ça. Et donc ça paraît en 1800... C'est pas noté. Bon, vers 1880, 90, 70, je sais plus très bien. Et donc, en 1909, Arthur Edward Waite, qui est un des membres du truc, synthétise quelque chose autour du tarot sur base des réflexions qui étaient de mise dans l'ordre. Et Pamela Colman Smith s'occupe d'en faire les illustrations, ce qui donne le Rider-Waite-Smith, ce qui donne un des tarots qu'on utilise le plus de nos jours et qui sert de base à la plupart des tarots qu'on crée encore à l'heure actuelle. Et donc, en fait, quand on dit que les attributions du style, il y a des mots-clés et il y a des symboles qui sont liés au décan, au signe astrologique, hein. Du coup, ici, on est dans le 5 de bâton, on voit le signe du lion ici en petit, et du coup, on va voir probablement aussi... Ah voilà, Saturne est là. Donc, à chaque fois, on a une référence explicite au signe, pas au décan, mais on peut le déduire des chiffres quand on connaît le système, hein, puisque 5, 6, 7... c'est les 3 cartes du signe fixe, et donc le 5 c'est le premier décan et c'est gouverné par Saturne.
J'ai encore beaucoup de travail pour étudier le système du Thoth. Oh my gosh, il fait tellement chaud sans ventilo ici. Et en fait, du coup, bah, on se dit toujours, ah, le Thoth, c'est ça, c'est les associations astrologiques, les associations kabbalistiques, avec toutes ces zozoteries de Crowley. Et Crowley rajoute encore plus de zozoteries. Mais en fait, ces idées-là, elles étaient aussi derrière le Rider-Waite-Smith. C'est juste que probablement Pamela Colman-Smith, elle a pris un petit peu plus de liberté par rapport à comment elle l'a illustré. Et donc, ça se ressent peut-être un peu moins, et donc c'est plus lisible quoi, que tous ces trucs ésotériques, ce grand blabla. Vous voyez le genre. Et le Thoth, lui, il est créé dans les années 30-40, surtout autour de la Seconde Guerre mondiale, avec Lady Frida Harris. C'était pas une vraie lady, je crois, mais elle a décidé de s'appeler comme ça. Frida Harris qui utilise les illustrations, les instructions de Aleister Crowley, mais qui s'en éloigne aussi pour arriver dans quelque chose qui est beaucoup plus, qui est assez libre, assez inspiré, quand même assez sympathique, même s'il y a une certaine iconographie qui fait très première moitié du XXe siècle, et ce tournant là autour de la Deuxième Guerre mondiale, que bon, moi j'ai un peu du mal avec ce genre d'image en général, mais bon voilà. Bref, ce tarot sort plus tard. Finalement, en 77 seulement, je pense, qu'il est pu publié, enfin, genre scanné, traité, publié correctement. Ce qui finalement n'est pas beaucoup plus tard que le Rider-Waite-Smith. Donc Rider, du nom ridicule de l'éditeur, qui en fait du coup n'est plus l'éditeur depuis, c'était l'éditeur de la version originale. Waite pour le mec et Smith pour la créatrice. Et ça, je pense que la publication date de la toute fin des années 60, où ça atteint un marché de masse et commence à avoir un réel intérêt. Donc ils revivent tous les deux, plus ou moins à la même période, même si le Thoth n'avait jamais vu le jour en tant que tel à ce moment-là. Du coup, pourquoi le Thoth? Pourquoi moi, qui en général ne suis pas très fan de ces grands mecs qui se prennent pour le centre du monde et tout ça? Bah, déjà, moi je ne suis pas du tout intéressée par les aspects qui sont trop culturels, appropriation culturelle et tout, dans tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je ne vais jamais apprendre le Thoth d'une façon très scolaire, mais je pense qu'on a longtemps eu l'impression qu'on ne pouvait pas du tout apprendre ce tarot-là d'une façon intuitive. Parce que je crois qu'il a beaucoup été défendu par des espèces de puristes d'Aleister Crowley en mode... désolée, j'alterne les prononciations un peu à l'anglaise et un peu à la française. En mode, il n'y a pas moyen, il faut suivre ce que le grand prêtre a dit avec son livre de Thoth, là, complètement farfelu et tout ça. Et maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui s'en emparent en mode, bon bah voilà, ça fait partie de l'histoire du tarot. La grille d'analyse occultiste est beaucoup plus revendiquée que sur le Rider-Waite-Smith. Et donc, il faut quand même un certain nombre de codes pour rentrer dedans. Mais pas forcément, parce qu'on a aussi vu ces dernières années, par exemple, avec le Urban Tarot, le Zillich Tarot et toute une série d'autres tarots qui se sont inspirés du système du Thoth, qui avaient moyen de s'en inspirer, tout en s'en éloignant aussi, quoi, et de s'en inspirer librement pour le système aussi, parce que le système style lecture astrologique, c'est la même que dans le Rider-Waite-Smith, c'est juste que c'est beaucoup plus présent et central dans la lecture. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même dans ce qui m'intéresse là-dedans qui fait aussi... qui découle de l'effet de mode. J'ai l'impression qu'il est plus popularisé maintenant, qu'il est plus possible de l'approcher, de le lire sans être particulièrement obnubilé par nos grands occultistes et toute leur appropriation, tout leur grand délire de roi du monde et tout, de vrais secrets, tout. Ce qui, ceci dit, est une des raisons pour lesquelles je ne lis pas non plus, attention, hein, je vais passer la salive sur ma carte, je ne lis pas non plus le Marseille parce que j'étais trop dégoûtée de l'approche de Jodo-connerie, là. Je viens de foutre une tache sur mon carnet. Tout ça parce que j'étais encore en train de me moquer de Jodo-connerie, le plus grand sexiste de toute l'histoire de la Terre. Non, vous inquiétez pas, il y en a d'autres, mais autant défendre la culture du viol et tout ça, c'est quand même vraiment pas mal comme les vols. Hein. Bref. Je crois que le fait qu'il y ait des nouveaux tarots qui sortent, qui sont inspirés du Thoth, mais qui s'en éloignent aussi, c'est déjà un truc qui me rassure, qui me donne envie d'explorer et tout, et qui me donne envie d'avoir davantage la grille d'analyse pour ça. Je pense par exemple, vous savez, c'est un de mes chouchous au Outgrow Yourself Tarot and Oracle. Donc,
on a les noms des arcanes majeurs qui sont les noms standards, mais c'est pas numéroté. Et puis à chaque fois, on a une petite phrase oraculaire qui nous permet de rentrer dedans. Il est plus ou moins rangé parce que je l'ai utilisé hier pour mon étude. Et donc, une fois qu'on sort des majeurs, ici avec la dernière carte, on a l'étoile ici. Vous verrez qu'il y a des références au tot, mais que c'est pas complètement, c'est pas que ça. Bon, ça m'intéresserait trop à un moment de vous montrer comment je travaille quand je mets plusieurs jeux face à face et que je compare ce qui a été emprunté au tot et ce qui ne l'est pas. Mais bon, voilà. C'est The Universe, donc on a gardé les noms pour certains du tot et pour d'autres pas, ici aussi. Moi, j'ai rajouté des trucs en dessous pour mieux m'y retrouver avec les correspondances astrologiques. On a le nom de la carte ici sur l'as et la phrase oraculaire, mais ensuite, une fois qu'on rentre dans les cartes même de l'arcane mineur, on a juste le mot-clé du tot. Et Aleister Crowley a revu une partie des mots-clés. La plupart, c'est les mêmes que pour la Golden Dawn, mais il y en a certains qui ont été revus un petit peu à sa sauce. Mais bon, grosso modo, c'est ça. Et là, c'est très fidèle, hein, dans le sens où toutes les cartes portent vraiment leur nom du tot, à part peut-être une ou deux où ça a été légèrement modifié sans altérer le sens. C'est du coup assez difficile parce qu'il faut avoir super bien étudié en anglais tous les mots associés à chacune des arcanes mineures pour s'en sortir. Du coup, j'ai quand même préféré à un moment, quitte à avoir un noir qui s'abîmait super vite au niveau de la qualité de l'image, rajouter ça pour avoir plus d'automatisme et moins devoir me casser la tête. Ok, ça aide à apprendre, mais en même temps, moi je lis quand même d'une façon intuitive, j'ai besoin que les choses coulent davantage. Mais donc ce tarot-ci fait incontestablement partie de ceux qui m'attirent vers ce système-là, qui m'encouragent à le découvrir. Aussi, j'aime bien, moi, cette lecture de l'astrologie qu'on a dans ce type de tarot, qui n'est pas une astrologie de la personnalité, qui est vraiment, pour le coup, très philosophique. Et j'aime ça parce que je trouve qu'au XXe siècle, on a un peu dérivé en centrant largement l'astrologie sur la lecture de la personnalité, en intégrant les planètes modernes, etc. Ce qui parfois nous a éloignés de toute une série, de tradition de l'astrologie. Et j'aime bien ça parce que, ok, les cartes, elles peuvent être illustrées, ça peut nous faire référence à des cartes de la vie, à des situations de la vie quotidienne, mais aussi, bêtement, ça nous permet de nous connecter aux archétypes, au contenu, aux entités, ça dépend comment vous travaillez, que sont les planètes et que sont les signes, indépendamment de telle personne a son signe, son soleil dans tel signe, telle personne est ascendant cela, et encore souvent on imagine juste que la définition du signe, c'est une personne qui a son soleil dans ce signe-là. Et du coup ça je trouve ça intéressant, je ne dis pas que je suis une experte dans la matière, certainement pas, mais j'adore étudier ça. Il y a un peu plus d'1 an, je vous avais fait aussi une review du New Chapter Tarot, qui se revendiquait comme un tarot qui s'inspire du tot. Après, non, je trouve que c'était censé être un hybride entre le tot et le Rider-Waite-Smith. Je dirais que genre le Urban Tarot, que j'ai revendu cet été, donc je ne peux pas vous le montrer, c'est un hybride. Je trouve pas que celui-ci est un hybride. Je trouve qu'il s'inspire du tot, il s'inspire de certaines des références, et en même temps, il a vraiment son propre système, et personnellement, c'est ça que j'adore. Alors, vous allez retrouver sur certaines cartes des références au tot qui sont plus évidentes que sur d'autres, mais bon, le New Chapter, en vrai, il a son univers. Mais du coup, en partant de là, de jeux qui s'en inspirent et qui en même temps s'en éloignent et qui me donnent complètement envie de me plonger dans le tot, je me suis aussi mise à appréhender le Next World Tarot à travers l'angle du tot. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Oui, mais parce qu'on a l'impression que les illustrations sont quand même très Rider-Waite-Smith. Et elles sont très Waite-Smith au moins pour les majeurs, pour les mineurs. Non, pour les majeurs. Elles sont très libres. Mais parfois, dans les mineurs, on a des éclats d'un petit quelque chose qui nous rappelle au niveau de la composition de l'image, au niveau des codes couleurs, au niveau de la géométrie et tout ça. C'est des clins d'œil, mais tellement évidents, mais aussi ici avec la feuille de lotus, au tot. Alors à chaque fois, on a les correspondances astrologiques, parfois revisitées. Il y a Babout qui mange ses croquettes derrière, sachez-le. On a des mots-clés qui sont parfois ceux du tot, ici par exemple non. Mais sur d'autres oui, ou sur d'autres, ils sont très proches de ceux du tot et le sens est vraiment intact. Et donc on a Mercure en Sagittaire, alors on n'a pas de mention du fait qu'on est avec le 8, donc c'est le premier décan qui est gouverné par... par Mercure. Bon, c'est juste ça, c'est un peu des précisions pour comment le comprendre. Voilà, résilience pour le 9, c'est pas ça, je crois que c'est force, strength dans d'autres. Mais on a quand même l'idée là.
l'os. Donc on a, en vrai, celui-ci c'est un tot amélioré. Mais attendez, parce que je vais vous chercher des images qui font vraiment écho. Vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir ne plus le voir. Par exemple, rien que ça paraît un peu étrange. Mais quand j'ai fait ma review de ce tarot, je vous disais, ça m'ennuie que quand on parle des coupes, il n'y a pas des coupes partout dessus. J'aime bien quand même le symbole de la cour, de la suite est très présent dessus. Mais en même temps, si vous voyez là, vous voyez peut-être pas bien les lignes des bulles de savon qui sont faites, ça suit quand même pas mal le mouvement du 6 de coupe du tot. Bon, c'est pas le plus évident, hein, je continue mes recherches. Et même au niveau des codes couleurs du set de coupe, qui ne ressemble pas du tout au set de coupe dans le Rider-Waite-Smith, je trouve que là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus, quoi, les codes couleurs, comment la personne tient sa jupe, le mouvement. Regardez le mouvement de l'armoire derrière. Mais comment vous allez plus pouvoir ne pas voir maintenant à quel point ce tarot-ci s'inspire du tot? Je vous ai rompu le truc, quoi. Aïe, aïe, aïe. Débauche, imagination. Oh, j'aime bien aussi ce qu'il fait avec les jeux de mots. Parce qu'on a derrière l'espèce de petit clin d'œil avec ce qui est rangé dans l'armoire. Oh, j'aurais dû vous prendre un autre tarot pour vous montrer. Enfin, mon plus grand. Un petit clin d'œil aux petites coupes qu'on voit souvent, qu'on voit apparaître dans le Rider-Waite-Smith et dans beaucoup de jeux qui le retravaillent. On peut avoir des petites armoires avec des choses qui nous sont proposées et tout ça. Mais allez, sérieux, ça. Et alors, même, ok, on a un écho ici. Je connais pas du tout j'ai pas encore les notions de géographie ni rien, de géométrie, pardon, dans le tot. Mais allez, ça me fait trop penser à la structure de sa robe et la structure ici de l'armoire, de la garde-robe. Et alors, on a ici des petites plantes, on me dira après si c'est des lotus ou des poissons ou je sais pas quoi. Mais encore une fois, on est exactement dans la même forme. Mais je vous promets que c'est... J'ai pas entendu beaucoup de gens qui disaient ça du Next One Tarot, mais maintenant que je sais ça, je ne peux pas ne pas le voir. Regardez avec le 9 de coupe, on est, ne serait-ce que dans les couleurs, le personnage est mauve et elle porte une couleur qui est plutôt... jaune, ocre, un peu doré. Bon, je suis désolée pour la qualité de l'image, je ne vais pas chercher autre chose. Même dans le mouvement de comment se tient la page versus la princesse. Excusez-moi pour le genre. Voilà. Ah, alors du coup, là où ça me perturbe, c'est qu'une fois que j'ai vu ça, je suis plus certaine d'arriver à lire ça dans l'ordre et que le king... que le knight et pas en fait le knight, et donc le roi, enfin que les concordances qu'on fait habituellement tiennent encore pour celui-là. Mais là, je ne vais pas commencer à geeker. Je me demande si je vous avais quand même pas déjà parlé de ça. Quand même, le fait qu'elle soit assise sur son pot, ça fait quand même une référence sur sa cuvette des WC à la coupe qui est ici au milieu. Ah! C'est un peu chercher loin, mais je trouve que comment la fleur et tout, elle sort du microscope ici. Il y a quelque chose qui va faire écho à la géographie, je sais pas pourquoi je voulais dire géographie, à la géométrie sacrée qui est utilisée ici. Que j'ai toujours pas aucune connaissance de ce concept, mais je le dis quand même. Alors, dans la Golden Dawn, les arcanes mineures, elles ont à chaque fois des noms particuliers. Et ici, ça a été revu d'une façon transféministe, comme veut l'être ce jeu. Ici, on a The Escape Plan, mais là où ça se voit le plus, c'est le trône 2, la vérité, avec la reine et avec le roi de la connaissance. Et on a comme ça aussi, ici, des références. On a certains as qui ressemblent fort, mais pas d'autres. Je trouve qu'on voit aussi le fait que le jeu de Christy C. Rhodes, c'est quelque chose qui a été créé sur de fort nombreuses années. Et que du coup, ça a évolué, que c'est plus ou moins présent selon les cartes, en fait, ça. Vous voyez avec l'as, encore une fois, la même question. Je trouve que cet as ressemble beaucoup plus à un as du tot qu'à un as du Rider-Waite-Smith. On est dans des hybrides, je ne sais pas si c'est le terme, on est dans des jeux où la créativité de la personne concernée, elle brille énormément, avant toute chose, quoi. Mais que l'inspiration du tot est là et une évidence, quoi. Je trouve que par exemple ici, on a dans la forme là quelque chose qui va faire écho à la boussole qui est là derrière. Et que les deux bâtons tels qu'ils sont présentés ici peuvent aussi nous faire penser à ces deux bâtons croisés ici.
Et encore une fois, le thème couleur, la jupe bleue, je ne sais pas si vous voyez, il y a des espèces de taches, comme des taches de javel dedans. Et là aussi, on a une espèce d'imprimé léopard qui va faire référence, mais ma lumière est pourrie, j'ai un peu de contre-jour, à ce qu'on a ici derrière. Mais je suis sûre qu'une fois que je vais me plonger plus là-dedans, je vais avoir des clés qui vont être trop chouettes pour me plonger davantage dans le système de Starro. La double H, là, c'est un peu le Labrise, qui est aussi un symbole lesbien connu, mais regardez les échos que ça peut avoir avec le 5 de bâton ici. J'ai une capacité à générer du bordel en très peu de temps qui est impressionnante. J'espère que vous êtes en train de faire quelque chose au lieu de juste m'écouter blablater sur mes tarots là, parce que je crois que le plus marrant dans cette histoire, c'est que finalement, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé dans ma vidéo de fouilles de pensée autour du tot. Mais bon, vous aurez passé les parties qui vous intéressent moins parce que je mets le chapitrage pour ça, pour les moments où je suis un peu radoteuse. Alors là, celui-là, je l'ai fait en vous parlant, du coup, il n'y a aucun suivi du bâton et tout ça, il y a plein de blancs qui dépassent. Ça demande quand même de la concentration à ce truc. Mais je me contente de couper un peu plus, je vais arrêter de couper pour aujourd'hui, je crois, mais juste pour rajouter tranquillement la couleur. Bref, je trouve ça au marché aux puces, ça coûte 1,50 €. Et puis je me rends compte qu'en fait, ils vendent super cher en ligne. Bon, c'est pas toujours facile, on peut pas toujours se fier aux estimations en ligne, parce que parfois on a les gens qui rêvent un peu, hein, et du coup qu'ils mettent en vente à genre 1000 €. Mais alors en fait, il n'y a personne qui l'achète, donc si la vente elle n'est pas effective, c'est pas le prix du truc que tu as acheté, hein. C'est juste qu'il y a des gens qui s'y croient. Mais enfin, il y a quand même des gens qui mettent plus de 100 € pour l'avoir. Voilà, apparemment, Sylvie m'a dit qu'il y en avait sur Vinted à 90 et qui partait pas. Bon, là, vu l'état, bon. Mais voilà, parce que ce truc, dans sa traduction française, n'est plus épuisé et apparemment difficile à trouver. Dans sa traduction anglaise, parce que je pense que la langue originale c'est l'allemand, il est facile à trouver. Et je suppose qu'il est mieux traduit, parce que dans cette version française, je sais pas comment on peut mettre autant d'argent pour le trouver. Il y a plein de coquilles et de fautes d'orthographe et de traductions qui ont l'air très mot à mot, comme ça, c'est un peu pénible. On est quand même un truc qui a été pondu en 88, dans la grande époque des mecs qui savent tout mieux que tout le monde et qui ont trouvé le sens secret de tout. Là, le miroir de l'âme, on est dans un truc un peu jungien et tout. J'adore pas, le blabla en tout cas, mais j'aime quand même assez bien le fait d'avoir un récapitulatif pour chaque carte, le mot-clé, une traduction en française, et puis vraiment quelque chose de très très simple. Indication, question, suggestion, affirmation. Donc je trouve ça assez chouette. Maintenant, peut-être que pour les mineurs, ouais, il y a nettement moins d'analyse des symboles et c'est ça que je cherche le plus, évidemment. Voilà, mais j'ai vraiment pas envie de les recroller. Pour les atouts, les arcanes majeures, il y a plus. Il n'y a pas beaucoup, donc c'est tout à fait digeste. J'ai pas encore du tout lu. Mais ça permet quand même de remettre des choses basiques. Par exemple, bon, je le vois pas là, mais sur la grande prêtresse, vous savez, il y a un chameau sur la carte. Et ça revient aussi sur des jeux modernes du style. Ça revient. Moi, j'ai ça sur mon Lunasol. Alors, je l'ai pas ici parce que je l'ai prêté à un pote. Mais coucou, si tu nous regardes, et tu nous regardes sûrement. Mais du coup. Je sais pas, voilà, ce petit chameau, il est aussi sur la carte de la prêtresse du Lunasol. Eh ben, si j'avais pas un livre comme ça qui m'explique très simplement la signification de ça, sans trop rentrer dans les trucs kabbalistiques et tout ça, je passerais toujours un peu à côté de l'explication. Du coup, vous êtes là en mode curieux. Et donc, je vais vous lire la petite phrase là-dessus, je vais la trouver. Tout comme le chameau qui, sans eau, peut couvrir de longues distances à travers le désert, l'être humain qui a découvert ses propres sources intérieures peut rayonner une modération satisfaite. Il trouve une oasis pleine de fertilité, entre parenthèses fleurs et fruits en bois de l'image. C'est aussi... j'ai rangé l'image, je ne sais pas où j'en suis là, je suis fatiguée. C'est aussi les grenades hein, sur le Rider-Waite-Smith, hein. Vous aurez fait le lien, j'imagine. Donc, il trouve une oasis pleine de fertilité dans son propre être intérieur. C'est dans la mesure où il peut s'accepter et se partager qu'il atteint une plus grande clarté de perception. Christo. Ben, j'ai l'impression quand je lis ça que je suis plus proche de la grande prêtresse dans les interprétations modernes du Rider-Waite-Smith,
avec un accent sur l'intuition et tout, que par exemple dans des trucs très barrés, très sexistes, quand les gens vont étudier le tarot de Marseille ou quoi. Sur l'impératrice et l'empereur, j'en ai parlé sur Insta, donc je ne vais pas refaire ici, mais le niveau de sexisme de ce bouquin, franchement, c'est quand même vraiment pas facile pour moi. Hein. C'est vraiment binaire, hétéronormé et honnêtement très sexiste, quoi. Genre, avec l'impératrice, une des suggestions, c'est visualise ta femme idéale. Donc, on écrit d'office à un mec qui doit visualiser sa femme idéale. Et en fait, c'est pas la femme, hein, parce que sa meuf, on s'en fout de sa meuf. Hein. Sa meuf, c'est une chose, hein. C'est pour visualiser son féminin intérieur à lui. Hein. Je sais pas comment les gens, ils comprennent pas que parler de féminin et de masculin comme des parts de soi, en fait, c'est aussi sexiste que de parler d'hommes et de femmes pour tout, quoi. Mais bon, bref. Je vais pas m'énerver avec ça, juste parce que j'ai chaud, je vous jure, je suis zen et détendue. Je suis désolée pour le contre-jour, hein. Moi, c'est vlog, hein. C'est bienvenue dans la vraie vie de Katou, fouille de pensée et tout. Si vous pensez que par ce temps, j'ai le courage d'avoir un cadre décent pour ma vidéo, vous me connaissez bien mal. Je suis insupportable hein, quand je suis fatiguée. Imaginez ma bouche qui doit vivre avec moi quand je suis comme ça. Je râle pour tout et n'importe quoi. Je suis agressive en plus. Insupportable. Je sens pas la chaleur. Je suis fatiguée. Bah. Yes, anyway, bon, ça sèche ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, que trouver ce petit bouquin, ça m'a remis un petit peu dedans quand même. Alors que c'est plutôt quelque chose que je fais en continu, mais que je m'y mets pas toujours très sérieusement. Par exemple, j'avais renoté hein, tous les petits mots-clés. Comme ça. Série par série. Du coup, j'ai ressorti ça de Tissue Zhenchen. Là, je vous renvoie à la vidéo où j'en ai déjà parlé pour vous faire une idée. Et alors, Tissue Zhenchen, elle a aussi fait un podcast avec MM Meline sur le tot, mais alors très ésotérique, très un peu perché, très fan de Crowley. Et tout, moi, les gens qui prennent Crowley au sérieux, c'est difficile. Mais cette personne, elles sont super au taquet surtout et tout. C'est juste que aussi intéressant que ce soit, c'est pas ma façon d'aborder les choses. Mais j'ai repris quand même ça, dont je vous ai déjà parlé. Je remettrai le lien vers la vidéo, même si je sais plus ce que je dis dedans. On a du coup les mots traditionnels, les noms traditionnels. Et quand je veux dire traditionnels, c'est depuis la Golden Dawn et leur jeu avec vocation leur premier jeu à vocation divinatoire qui est celui-ci, et puis le tot. Donc on a l'image du Picatrix, c'est un manuel occulte, est-ce que c'est un manuel? C'est un grand grimoire occulte du Moyen-Âge, je pense, qui attribue des images à chaque décan. Bon, peut-être je me trompe, et Agrippa, est-ce que c'est pas la même chose? C'est un truc de magie, non, le Picatrix et Agrippa, je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi, et en vrai je m'en fous un peu. Donc on a aussi la cabale, les associations de couleurs, et puis les associations avec les autres cartes. Et puis, on a... C'est pas très long, ça a l'air énorme comme ça, mais c'est parce qu'il y a pas mal d'images. On a un truc sur l'astrologie et l'élément, et l'analyse de l'élément. On a un truc sur la mythologie ou le moment de l'année, à quoi ça correspond, puisque chaque décan, du coup, va correspondre à quand est-ce que le soleil est dans ce moment et tout ça. Plein de choses, plein de références. On a une partie sur la cabale que je ne lis pas. Puis on a le symbolisme du Rider-Waite-Smith. Donc on ne revient plus sur la définition de la carte qu'on a définie en très peu de mots au tout début. Ici, dans les thèmes. Regardez, c'est 3 fois rien. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas donc c'est pas du tout un ouvrage de débutant. Hein, c'est plus comme une bible où aller... J'aime pas le mot bible, c'est tellement connecté. Mais où aller picorer les éléments qui nous intéressent de temps à autre. Donc on revient sur la symbolique du Rider-Waite-Smith, mais en l'expliquant et en faisant des liens. Puis la symbolique du tot, c'est quand même pas grand chose, hein, c'est pas mal, hein, c'est court, 2 paragraphes. Et puis les cartes qui sont connectées, on a encore une fois quelques paragraphes comme ça. Donc c'est pas mal aussi pour se replonger dans les symboles, comprendre les symboles, mais pas forcément être dans du tout grand blabla. Pour l'instant, j'ai pas une envie folle d'aller dans le tout grand blabla du tot. J'ai envie de mélanger ces différentes approches et de rester dans l'intuitif parce qu'au final, moi, c'est de la geekerie. Ça m'amuse d'apprendre tout ça. Mais en vrai, tirer les cartes, est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai besoin de connaître les correspondances astrologiques et compagnie, mais nenni, quoi, pas du tout. Que j'ai quand même pas envie d'aller trop loin parce que je pense que c'est un peu un leurre qu'on nous a fait d'avoir tous ces mecs qui s'intéressaient au tot, enfin tous les autres, quoi, ces gens très occultistes qui s'intéressaient au tot pendant des décennies et qui étaient en mode non mais tu peux pas comprendre, c'est trop un truc, il faut avoir tout compris, à tous ces concepts ésotériques et tout ceci, tout cela, attention, initiation, secret, culte, mystère, blabla. Et du coup, moi je suis sûre qu'on peut utiliser le tot autrement. Je n'ai qu'à voir
comment en fait il est distillé dans le Next World Tarot ou dans le New Chapter Tarot pour savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir une lecture académique, ou dans le Lunasol du Thoth. Et maintenant que je le sais, malheureusement le Thoth a beaucoup souffert de ce côté intello, bah, en fait je suis bon quoi. On est bon là, on est chaud, on est lancé, on va continuer à progressivement nourrir la connaissance, les résonances avec le Thoth et tout. Je ne sais pas si je vais réussir à me tirer des cartes avec. Pour l'instant, je l'ai fait quelques fois. Mais quand même, j'aime vraiment pas. Je pense qu'on s'habitue en fait aux images. Mais c'est quand même vraiment pas trop mon truc. Donc je sais pas, mais au moins l'avoir suffisamment manipulé pour comprendre les références dans d'autres. Et puis avoir cette grille d'analyse occulte très superficielle, hein, ceci dit, je m'en fous moi de votre initiation, à ajouter à ma lecture du tarot. Je trouve ça intéressant. Je pense que jamais elle sera capable de parasiter ma lecture intuitive et d'envoyance du tarot. Par contre, par rapport à quel point j'aime le tarot et j'ai envie de transmettre des choses sur les cartes et tout, je sais que ça me nourrit. Est-ce que j'ai prétendu honteusement au début de cette vidéo qu'en fait elle serait vraiment chouette parce qu'on allait faire mon bilan du mois, mais qu'en fait ça fait beaucoup trop longtemps que je suis en train de parler et que donc ce ne sera pas du tout un bilan du mois? Oui, sans doute. En vrai, je suis encore relativement nulle part dans ma compréhension du Thoth et tout, mais je continue de papillonner, de virevolter avec ça. Je suis certaine qu'il y a des gens qui me regardent et qui me jugeront, mais je trouve que c'est la meilleure façon de faire, quoi. Surtout par rapport à tout ce qui met mal à l'aise aussi et qui est complètement critiquable dans ce deck. C'est comme n'importe quel autre tarot, hein. C'est comme ce que je dis toujours sur le tarot, il faut se le réapproprier. Et j'ai l'impression que celui-là, pour se le réapproprier, il faut peut-être un peu plus plonger dans l'astrologie ou tous ces trucs-là. Sinon, je me demande bien comment on l'approche, si on n'a pas du tout ces connaissances-là. Mais pourquoi pas, après tout. Il y a certainement plein de façons de se le réapproprier et il faut y aller. On nous l'a trop présenté comme celui-là, il est un niveau au-dessus au niveau de l'ésotérisme et l'occultisme par rapport au Rider-Waite-Smith. Donc celui-là, il faut vraiment l'approcher avec révérence. Et, mais non, en fait, mais non, mais rien à voir. Mec, tu fais fausse route là avec ton délire de grand-pape. Aleister Crowley. Je suis sûre que Aleister Crowley et tous ses followers un peu partout sont en train de me jeter des sorts hein, là maintenant. Qu'est-ce que j'ai osé dire? Ah, vous me faites peur là, ne me regardez quand même pas comme ça. Hein. Ah non. Hein. Du coup, maintenant je suis un peu en mode ouais, mais j'ai parlé d'un débrief du mois, il faudrait quand même que je fasse un mini débrief, que les gens sachent. Et je vais essayer de faire un débrief en moins de 10 minutes. Il est 7h20. Et après, j'ai vraiment hâte de pouvoir remettre mes ventilos et de voir si les températures commencent à baisser suffisamment pour aérer. Dans la précédente vidéo, je vous parlais des jeux que j'avais emportés à la campagne. Je pense que ça s'est bien passé avec eux. Mais en fait, il y a eu tellement ces moments de chaleur dans le mois que j'ai un petit peu du mal à me dire que j'ai fait des choses utiles autres que être pas bien, être crevée, avoir super mal. Et donc voilà, donc j'ai pas des souvenirs précis à partager. Je crois que c'est pour ça que j'avais pas envie de revenir. J'avais pas envie de prendre tous mes carnets et de vous dire « Ah, j'ai fait ci, ça, je suis retournée là-dedans ». Mais je ne suis pas regretter mes choix en tout cas par rapport à là-bas. Et je vais d'office vous reparler à un moment de genre comment je fonctionne avec le Witch's Wisdom et des trucs comme ça. Ça c'est le slow hauler. À un moment je me suis dit, pour moi dès qu'on est début août et puis quand on arrive mi-août, en dehors du fait que cette année le temps est vraiment pas possible, enfin le climat, enfin la mort, enfin tout ça. Mais c'est le moment où je commence à penser automne. Et du coup j'ai sorti le slow hauler, qui est un jeu que j'utilise quasiment pas pendant le reste de l'année, même si c'est un de mes chouchous absolus, donc jeu épuisé et très très rare. Hein. Et c'est un bonheur pour moi de retravailler avec ça. Et donc, bah, mine de rien, parce que j'en ai marre de l'été, que je n'aime pas cette saison, qu'elle est beaucoup trop éprouvante, beaucoup trop chiante, beaucoup trop tout, j'ai aussi sorti mes jeux d'hiver, d'automne. Donc celui-ci, cette année, le slow hauler, et le Wild Unknown Archetypes. J'ai décidé que je ferais bien l'affaire au niveau de la palette de couleurs et tout ça. Donc je suis en train de transitionner un petit peu, comme le Queer Tarot et tout ça, je l'ai remis en haut de mon étagère. On verra. Le Spacious Tarot, je l'ai sorti un peu plus. Je vais voir si je l'utilise plus. Le truc, c'est que je vais recevoir
la expansion pack que la créatrice m'a envoyée parce que j'avais fait une review du Spacious Tarot précédemment. Donc je suis trop contente. Je pense que ça va me motiver à l'utiliser cette saison, mais à faire à suivre. Oh, bah plus t'étais en train de faire un cauchemar. Waouh, pauvre chat. Et il est bloqué aux douanes pour l'instant parce que j'ai demandé qu'on réexamine mon dossier puisque c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau particulier, soyons honnêtes. Elle l'a envoyé depuis sa boîte pour être exonérée des frais de douane, mais je suis sûre qu'ils vont pas m'exonérer, donc je vais devoir payer 18,30 € parce que 3 € et quelques de TVA, mais 15 € de frais de dossier. Bon, on n'évite plus les douanes, hein. Maintenant en Belgique c'est comme ça. Juste un cadeau et devoir payer les douanes, c'est horrible quoi. C'est juste moins cher que si j'avais dû payer l'expansion pack seul. Parce qu'il est à 22 $ et donc quand j'aurais pu le trouver dans un webshop ici en Europe comme le Roi de Coupe qui va l'avoir, bah il allait être plus cher quoi. Parce que lui aussi, Nicolas, il va avoir les frais de douane et tout ça. Et puis la TVA, enfin même si en France a priori c'est un peu moins méchant qu'en Belgique. Et je suis complètement pour les taxes et les impôts, hein. Ne vous inquiétez pas avec ça, je ne suis pas en train de faire un discours ridicule à l'heure actuelle, parce qu'on en entend souvent. The Spacious, je ne sais pas si j'aurais qualifié précédemment comme jeu d'automne, mais là, je sais pas, il me parle bien pour la saison qui arrive. On en parlera peut-être au bilan du mois prochain, du coup, puisque finalement, à suivre. Je suis un peu libre, puisque je ne fais pas le bilan. Que je recoude ma pochette vintage là parce que je suis en train d'écraser mes cartes très mal. Le Fifth Spirit aussi, c'est un tarot que j'utilise tout le temps, c'est vraiment mon tarot pour toute l'année, mais je l'ai sorti ici au bord parce que je crois qu'il va m'accompagner en automne. Et donc, je vais dire beaucoup de et donc juste parce que je suis fatiguée. J'ai là mon Wild Unknown, c'est la version mini qui est ici. Je pense qu'il va être bien pour cette saison, puisque dans ma tête, même s'il fait 34 degrés dehors, c'est toujours l'automne. À partir du moment où on est au 1er août, je rentre progressivement dans mon mode automnal. Mais sinon, je ne supporte pas l'été, quoi, c'est trop. Donc le Wild Unknown, je vous ai montré tout à l'heure la version pocket. Ça, c'est la grande version qui reste aussi sur ma desserte, dans ce sac sublime que m'a cousu mon amoureux. Je suis trop contente d'avoir forcé un peu à choisir la commande de ce tissu-ci, qui est du Tula Pink. N'oubliez pas que si ça vous intéresse, vous pouvez checker son profil. La dernière fois, je vous ai parlé de ce que faisait notre atelier sur les arts nourriciers et créatifs, que j'adore. Et donc pourquoi j'ai fait un peu de journaling au début du mois, mais finalement, à la fin du mois, là, je suis repassée à Heart of Service. Bon, mon anglais n'est pas là. Art of Service. Heart of Service. De Lindsay Mack, qui était un cours que j'avais suivi initialement il y a 2 ans. Ça a commencé, c'était à l'automne. Donc je suis vraiment en mode automne, hein, parce que du coup, je suis mon cours. Et il y a des moments où je retourne faire l'un ou l'autre tirage, analyser l'une ou l'autre carte ou l'une ou l'autre thématique à travers l'analyse de l'INSEE. Mais là, assez bizarrement, je suis en train de faire du journaling depuis quelques jours sur l'ensemble du cours. Je reprends le cours à zéro. Au bout de 2 ans, j'ai envie de m'y remettre parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement que je suis en grand changement au niveau de mon statut, puisque je suis en invalidité depuis 4 ans et on est en train de terminer les démarches pour ma rupture officielle de contrat auprès de mon employeuse pour incapacité permanente à occuper les postes qui sont possibles à Sofia. Ce qui est très émouvant, énervant, enfin toute la palette des émotions passe dans le deuil, parce que j'étais 11 ans coordinatrice de Sofia. Hein. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de retourner à quelque chose qui est, ok, j'arrête, il y a vraiment, c'est pas juste un chapitre, c'est un énorme livre de ma vie, toute ma vie professionnelle qui se termine maintenant. Je vais peut-être pouvoir essayer d'adapter vraiment ma vie professionnelle à mon handicap, ce qui reste un de mes objectifs, mais qui est quand même vraiment difficile, parce que cette maladie est vraiment pesante. Et je pense que c'est pour ça que je retourne à Heart of Service, parce que, je suis désolée pour mon anglais, parce que j'ai besoin de me trouver plus, d'affiner mon projet
Et peut-être, qui sait, si l'énergie est là, de vraiment commencer quelque chose, quoi. Ouvrir un nouveau bouquin. Et certainement un nouveau carnet, parce que je suis au bout de ce 4e ou 5e carnet de Heart of Service. Voilà, c'était moins de 10 minutes, mais j'avais envie de faire ce bilan-là. Et honnêtement, je n'ai pas grand-chose de plus à dire de toute façon sur mon bilan du mois, parce que même si ça a été très intense, justement, avec la fin de mon contrat, qui va être officiel sous peu, j'imagine, j'attends des nouvelles au retour de vacances, là. Mais ouais, la chaleur, elle m'a vraiment foutu dedans. Et donc, j'ai pas grand-chose à raconter. Vous avez certainement vu au rythme de mes vidéos ce mois-ci que j'étais pas du tout dedans, c'était pas possible. Il y a des super gros travaux en face. Je peux du coup quasiment pas, là, bon, là j'ai commencé après la fin des travaux, mais en général mon niveau d'énergie est trop bas, et vous le sentez quand vous m'écoutez. Donc je peux pas faire des vidéos en semaine, en journée, puis bon là je dois profiter, Grosse soit partie à son apérotiste, mais sinon je n'ai pas vraiment l'espace pour m'installer et partir pendant 2 heures de fouillis, de penser pour faire mes vidéos. Donc bref, il y a plein de raisons pour lesquelles je n'ai pas été très active en vidéo, mais c'est aussi le reflet quand même de ce qui s'est passé pour moi. C'était très fort, mais très intime quoi, par rapport à Sophia. Et la campagne, il faisait chaud, trop chaud, beaucoup trop chaud. Pas beaucoup trop chaud, pas aussi chaud. J'ai pas été à la campagne au moment où il faisait le plus chaud parce que je ne supporte pas d'être là-bas à ce moment-là. Mais il faisait quand même trop lourd, c'était difficile. J'en ai marre. C'est tellement chaud, je suis mourue de chez mourue. Donc voilà, salut les gros bidous et merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien créé, bricolé, fait des trucs en m'écoutant. Ciao les gros bidous. Oh.